Tout Atari qui l'a lancé, c'est Fairchild, qui est un fabricant de microprocesseurs et de jouets, toujours américain, qui va lancer la première console de jeu 8 bits à cartouche interchangeable qui s'appelle la Channel. Et ce qui est important de savoir, c'est que dès 1976, vous avez là l'ancêtre de toutes les consoles de jeu de maintenant, et qui fonctionne toujours exactement de la même manière. C'est-à-dire que cette console-là, en 1976, elle a comme maintenant un CPU, un processeur central, elle a un processeur graphique, elle a un processeur sonore, de la mémoire vidéo, etc. Elle fonctionne exactement de la même manière qu'entre PS4 ou entre Xbox One. C'est la même chose. Il n'y a pas eu de révolution au niveau de l'architecture, du design des consoles de jeu depuis 1976. C'est toujours pareil. Simplement, la puissance, évidemment, a été démultipliée par un facteur immense. Donc, la Fairchild Channel F, il va s'en vendre à peu près 100 000, 150 000 exemplaires. Donc, évidemment, c'est la première console de jeu, donc elle est malgré tout couleur, ce qui est quand même une avancée considérable. Vous avez ici, par exemple, l'ancêtre des premiers simulateurs de vol spatial. Donc là, oui, les points, là, ce sont des étoiles dans lesquelles on avance, et les deux traits, ce sont des lasers. Voilà, c'est comme ça, je suis désolé. Et au bout d'un moment, si on laisse tourner la vidéo, il y a un pauvre vaisseau spatial qui nous a absolument rien fait, qui va arriver, le but c'est de tirer dessus, évidemment, pour faire des points. Donc c'est évidemment un affichage très très simple, très basique, mais malgré tout, c'est tout de suite du jeu vidéo, couleur, jouable sur sa télévision. Et puis évidemment, vous pouvez changer les cartouches de jeu sur sa Fairchild Channel. Et puis, autre jeu adapté, j'ai pas trop besoin normalement de vous dire de quoi, hein, c'est vraiment un clone de Space Invaders, donc c'est dire que quand même, 4 ans après la sortie, ou 5 ans après la sortie de la console de jeu Channel F, il y a encore des jeux qui sont édités dessus, 1981, donc ce clone de Space Invaders. Et finalement, la reine, la grande reine des consoles de jeu, 8 bits, celle qui va véritablement faire exploser le marché mondial des jeux vidéo, c'est finalement Atari qui sort sa console de jeu Atari 8 bits, basée sur un microprocesseur à cartouche de jeux interchangeables. C'est l'Atari VCS, Video Computer System, qui va se renommer un petit peu plus tard de 600, qu'on voit ici, qui est donc extrêmement célèbre. Et ce qui est important que vous sachiez, c'est que la Channel F qu'on vient de voir, ça avait vendu à peu près 150 000 exemplaires. C'est pas beaucoup. Mais bon, c'est quand même un certain succès. Et encore une fois, on est vraiment, aux prémices du jeu vidéo. Les gens partout dans le monde n'ont jamais joué à un jeu vidéo. Il y a plusieurs milliards d'êtres humains qui ne connaissent pas encore le jeu vidéo. L'Atari 2600, au bout de près 10 ans, 13 ans de carrière, une extrême longévité, il s'en est vendu 25 millions d'unités. C'est monstrueux. Il s'en est vendu partout dans le monde de l'Atari 2600. Dès 1980, elle va envahir l'Europe, elle va envahir le Japon, oui, si, pendant quelques années, elle va envahir tous les continents. Ça va être un succès commercial considérable. Et Atari, évidemment, va être propulsé devant une fortune considérable qui va leur permettre d'émettre des consoles de jeux et des jeux pendant très très longtemps. Donc je l'ai marqué ici, premier grand succès mondial de la console de jeu, 25 millions d'unités centrales, enfin d'unités vendues. Je vais détester un peu. Donc quelques jeux rapidement, beaucoup d'ancêtres de jeux vidéo qui continuent d'exister de nos jours, évidemment, Pac-Man, grande figure du jeu vidéo, c'est la toute première finalement effigie du jeu vidéo, bien avant Mario. Ce qui est intéressant de noter à propos de Pac-Man, là c'est Miss Pac-Man, parce que le premier Pac-Man sur l'Atari 2600 est assez moche, le Miss Pac-Man est tout de suite beaucoup plus réussi. Ce qui est intéressant de noter, donc le premier Pac-Man de 80, il faut le savoir ainsi, c'est le premier jeu vidéo dans lequel il y a une intelligence artificielle. Voilà, de nos jours, on joue beaucoup à des jeux très sophistiqués dans lesquels ce qu'on appelle les PNJ, les players non jouables, qui sont gérés par l'ordinateur, interagissent avec le joueur, avec des dialogues, avec des actions, etc. Avant Pac-Man, avant 1980, ça n'existait pas. Tous les jeux vidéo qui existaient, on peut parler du Galaga, on peut parler d'ancêtres, de jeux comme ça, étaient des jeux qui étaient basés sur des notions de frame, c'est-à-dire en gros les ennemis ou les objets pilotés par l'ordinateur à l'écran faisaient toujours la même chose au même moment. Tout était programmé pour finalement faire exactement la même chose. Pac-Man en 80, c'est une intelligence artificielle pour la première fois dans l'histoire du jeu vidéo. Lorsque vous déplacez votre Pac-Man, lorsque vous lancez la partie, si vous allez à droite ou si vous allez à gauche, les fantômes vont s'adapter, vont réfléchir entre guillemets à votre manière de jouer, ils vont vous suivre, évidemment, si leur pique, ils veulent vous bouffer.
Et donc, c'est une intelligence artificielle, c'était suffisamment rare pour le noter. Et donc, je parlais d'effigie, en tout cas de mascotte. Pac-Man, il faut le voir ainsi, c'est également un immense succès sur la scène internationale. Pourquoi? Parce qu'il devient une première mascotte. Parce que représente Pac-Man? Encore une fois, avant Pac-Man, les jeux vidéo, c'était souvent des voitures de sport, des vaisseaux spatiaux, des trucs comme ça. Des choses extrêmement basiques et qui, on va le dire ainsi, je suis désolé mesdames, intéressent surtout les garçons. C'est comme ça. Alors que Pac-Man, c'est quoi? C'est une peluche qui passe son temps à bouffer. C'est très biologique de passer son temps à manger, on pense. On passe beaucoup de temps à manger. Et donc, Pac-Man, c'est tout de suite adorable. Et au Japon, effectivement, dès 1980, il y a eu avec Pac-Man dans le salle d'arcade japonaise une nouvelle génération de joueurs, des joueuses qui sont arrivées dans les bars, alors que jusqu'à présent elles voulaient des jeux vidéo. Et donc la mascotte Pac-Man, voilà, propulsé les joueuses de jeux vidéo à s'intéresser aux jeux vidéo. C'était extrêmement important dans l'histoire du jeu vidéo. Et puis donc autre jeu tiré d'ailleurs de l'arcade, Pole Position, édité par Namco, si je ne dis pas de bêtises, l'arcade. Grand succès, voilà, adapté avec succès, puisque finalement, quand on présente le jeu d'arcade, notamment Pong, qui a été réadapté sur la forme d'une console de jeu, et ça va rester à peu près au milieu des années 90, où on verra pourquoi. Le jeu vidéo d'arcade va toujours représenter, parce qu'il coûte très cher, une borne d'arcade coûte à peu près 40 000 $, alors qu'une console de jeu en coûte qu'une centaine, va toujours représenter l'état de l'art du jeu vidéo. On va toujours retrouver dans le jeu vidéo d'arcade les plus beaux graphismes, les plus belles animations, des jeux vidéo les plus sophistiqués. Et donc on va copier les jeux d'arcade et réadapter sur les consoles de jeu. C'est pour ça que vous avez Pac-Man, Pole Position et bien d'autres, Space Invaders, Asteroid, etc., qui vont être réadaptés et générer un succès colossal pour l'Atari 2600. Il va s'en vendre comme des petits pains aux États-Unis puis partout dans le monde. Et puis, comme j'ai expliqué que le microprocesseur va être utilisé pour les consoles de jeu, il va également être utilisé par des ingénieurs qui vont créer des ordinateurs. Et donc, bon, j'ai pas besoin de vous dire qui est Apple. Tout le monde connaît bien Apple. Et effectivement, Apple, ils ont commencé à travailler en 1976 autour d'un premier micro-ordinateur que vous pouvez voir dans le musée de Yves depuis peu, qui est très joli, qui s'appelle l'Apple I. On ne s'invente pas. Et donc l'Apple II, qui lui va être un vrai succès commercial, l'Apple I, qui s'en est vendu que quelques centaines de cartes mères, l'Apple II va être un ordinateur qui va rencontrer un succès colossal partout dans le monde. Eh bien, l'intérêt, c'est ça, c'est d'utiliser un microprocesseur pour faire un ordinateur qui va permettre de programmer des jeux vidéo ou des logiciels, et puis on va également beaucoup jouer sur l'Apple II. Ce qui est intéressant, c'est que, aussi de noter, c'est qu'avant, sur les consoles de jeu, pour écrire des jeux vidéo sur console de jeu, c'est très compliqué. Il faut un ordinateur sophistiqué, il faut des interfaces qui relient une console de jeu à un ordinateur, etc. C'est complexe, donc c'est pas à la portée de tout le monde. Lorsque, en 1977, et il y en a bien d'autres, l'Apple II arrive, donc il coûte à peu près 10 000 $, c'est assez cher, mais c'est somme toute accessible pour un outil informatique absolument révolutionnaire. Et surtout, que permet l'ordinateur? Il permet de programmer. Il permet de programmer quoi? Il permet de programmer notamment des jeux vidéo. Et du coup, il va y avoir une formidable explosion d'auteurs, de créateurs de jeux vidéo qui vont commencer à écrire, à créer des jeux vidéo grâce à cet outil informatique. Et on va en voir quelques-uns. Donc voici Ultima. Vous connaissez certainement tous Final Fantasy, j'imagine, pas fait de nous en parler. Voici l'ancêtre de Final Fantasy, l'ancêtre de tous les JRPG ou les RPG du monde. C'est Ultima, en 81 sur Apple II. On est en train de créer un personnage avec ses caractéristiques de force, de stamina, de wisdom, d'intelligence, on va choisir la race, le type, le nom, etc. Plein de choses, plein de caractéristiques. Et vous allez voir, on va arriver sur une carte du monde sur laquelle on va se déplacer comme dans Final Fantasy. On va rencontrer des monstres comme dans Final Fantasy, on va gagner de l'XP comme dans Final Fantasy. On va dialoguer avec des joueurs dans une ville pour acheter des armes, etc. Vous allez voir, on est sur la carte du monde. C'est évidemment extrêmement sommaire. Mais tous les composants des RPG modernes sont là. On rentre dans la ville, vous avez l'armurier, vous avez la personne qui va vous vendre des herbes médicinales. Il y a tous les composants. C'est formidable, c'est incroyable. Et il n'y a que grâce aux capacités de l'Apple II, grâce à sa mémoire, et surtout grâce, je reviens ici, à ce que l'on voit ici, qui sont les lecteurs de disquettes, qui ont une capacité de mémoire très importante. Il faut savoir qu'à l'époque, sur Atari 2600, donc qui vient de sortir avec des cheveux longs, avec un les jeux vidéo occupent à peu près un espace de mémoire de 1 à 4 kilooctets. C'est très faible. Évidemment, avec une capacité aussi faible, les créateurs ne sont pas capables de générer des jeux vidéo très importants dans lesquels on va pouvoir explorer des mondes vraiment imposants.
Avec l'Apple II, avec ce lecteur de disquette, on a tout de suite accès à 170 kilooctets. Alors évidemment, par rapport à maintenant, c'est rien du tout. Et à l'époque, avec la multiplication, c'est immense. Ça laisse, c'est pas la multiplication très mauvais, 40 fois plus d'espace pour créer des vidéos plus importantes. Et c'est pour ça qu'Ultima peut naître. Ultima était impossible à générer sur un Atari 2600. C'était pas possible. Il y avait Adventure, qui était vraiment un jeu très restreint. Il fallait vraiment les capacités extraordinaires de stockage du lecteur de disquette et de l'Apple II, beaucoup de place, entre guillemets, pour que les créateurs se lancent et créent des jeux vraiment importants. Donc Ultima, premier RPG vraiment qui a lancé toutes les grandes, tout le grand genre du jeu vidéo plus tard, le RPG. Lode Runner qui a cartonné, donc même principe qu'Ultima, c'est quelqu'un comme vous, comme moi, qui un jour s'est propulsé, s'est retrouvé devant l'ordinateur pour une première fois de sa vie, s'est dit je vais enfin pouvoir programmer des jeux vidéo, je vais faire un jeu vidéo, j'ai envie de faire un jeu vidéo qui ressemble à ça. Lode Runner, pareil, c'est un amateur qui vient de voir Blade Runner. Blade Runner, il y a un flic qui est poursuivi par des réplicants, une espèce de robots, et en fait, qu'est-ce qu'on voit dans Blade Runner? Ici, là, c'est notre héros, Blade Runner, qui est poursuivi par les réplicants, ils sont tous pareils, et qui, donc, au travers de ce jeu de plateforme, va devoir en échapper et récupérer des bonus. Et ce qui est important aussi, vous connaissez certainement le jeu va m'échapper, donc ça ne va pas être terrible, Little Big Planet sur PS3. Si vous l'avez utilisé, si vous avez joué avec, vous vous rappelez, un des intérêts de Little Big Planet, c'était qu'il y avait un éditeur de niveaux, et vous pouviez créer des niveaux, les envoyer sur Internet pour que d'autres gens, n'importe où sur la planète, y jouent. Eh bien, Lode Runner, c'est un des tout premiers jeux vidéo avec un éditeur de niveaux intégré. Alors évidemment, il n'y avait pas Internet, donc vous pouviez enregistrer votre niveau que vous créiez, pour votre frère, votre soeur, ou qui vous voulez, l'enregistrer sur une disquette, mais qu'est-ce qui vous empêchait d'envoyer cette disquette à n'importe quel autre point du monde derrière. Donc c'était effectivement ce qui s'est lancé à l'époque. On pouvait s'envoyer le niveau de Lode Runner en s'envoyant par la poste au niveau disquette. Et c'était la première fois qu'on échangeait des niveaux dans un jeu vidéo. Et puis, autre grande adaptation, remarquez la date d'édition de Prince of Persia. Donc c'est 1989. Vous avez vu, 12 ans plus tard, la sortie de l'Apple II, on édite encore des jeux sur cette plateforme, c'est dire qu'il a vraiment marqué l'histoire des jeux vidéo, de l'informatique et des jeux vidéo. Et donc, Lechner, donc le créateur de Prince of Persia, qui est également donc, un membre d'honneur de l'association, et bien lui aussi pareil, il se retrouve devant son Apple II, il peut programmer des jeux vidéo, et s'est dit moi je veux faire un jeu d'aventure, voilà. Et puis il s'est dit je vais essayer de marquer, de faire différent des autres, puisqu'on a vu déjà des jeux d'aventure, notamment Lode Runner, vous avez vu, les petits personnages qui se déplacent, bon c'est tout petit, ça ne ressemble pas à grand chose. Lui il s'est dit je veux faire en sorte que le personnage de mon jeu vidéo il paraisse vivant. Voilà, je veux marquer une étape, je veux faire en sorte qu'on s'approprie véritablement l'avatar de mon jeu vidéo, du personnage qui se déplace. Et il s'est dit, bon, on a des contraintes techniques très fortes, comment je vais pouvoir faire en sorte que mon personnage paraisse le plus humain, le plus vivant possible. Il a demandé à son frère, ils habitaient ensemble, il a dit, écoute, dans mon jeu, un personnage, à un moment donné, je veux qu'il saisisse une épée et qu'il fasse un geste dans l'espace avec son épée comme s'il allait tuer quelqu'un. Et il dit à son frère, fais la même chose. Alors son frère prend une espèce de baguette en bois et dans l'espace, il singe le mouvement. Et ce que fait Lechner, il photographie son frère en train de faire le mouvement et il va retranscrire ces photographies sous la forme de pixels, le personnage que vous avez là. Et c'est ce qui donne, finalement, lorsque son frère saute ou fait semblant de marcher, c'est ce qui va donner cette allure réaliste, photoréaliste, j'ai envie de dire, pour la première fois dans l'histoire du vidéo, au personnage de Prince of Persia, qui est en plateforme donc vraiment très performant, qui va rencontrer un succès colossal et va être adapté sur plein d'ordinateurs, plein de consoles de jeux, et va même donner, on l'a vu, un film, etc. Donc Lechner continue d'ailleurs de travailler autour de cette licence. Donc un jeu vidéo qui a vraiment marqué l'histoire. 1979, on fait une aparté rapidement sur la matérielle télévision. Vous savez que, en tout cas pendant beaucoup d'années, entre par exemple l'arrivée de la PlayStation qui était une 32 bits, puis on est passé à la PS2, avant il y a eu la Nintendo 64 qui était une Nintendo, enfin une 64 bits, et puis on passait de la Mega Drive qui était 16 bits, et puis la NES était 8 bits, enfin bref, entre guillemets, on catégorisait la puissance des consoles de jeu en fonction du nombre de bits du microprocesseur qu'elle possédait. Pourquoi pas?
Eh bien, la Mattel Intellivision, c'est assez important de le figurer, c'est la première console de jeu familiale du monde 16 bits. En 1979, elle a été équipée d'un processeur 16 bits, mais qui évidemment, en 79, bien qu'il soit 16 bits, ça n'a rien à voir avec une Mega Drive ou avec une Super Nintendo, etc. Ça reste évidemment très très sommaire. Mais malgré tout, c'est intéressant de noter, sur cette Mattel Intellivision, il va y avoir la première adaptation du jeu de plateau Advanced Dungeons & Dragons, la première adaptation officielle. Et effectivement, à l'époque, il était encore très rare d'avoir des adaptations officielles de films, de jeux de plateau, de licences comme DC, Marvel, DC Comics, etc. C'était très difficile à trouver. On a ici donc la première adaptation de ce jeu de plateau, de jeu de rôle Advanced Dungeons & Dragons, très réussi. Et notez également pour les fans de RTS que vous avez ici le premier brouillard de guerre de l'histoire des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on ne découvre le terrain qu'au fur et à mesure qu'on avance. Donc on ne voit pas l'intégralité de la map avant de se propulser à l'intérieur. C'était ça aussi assez révolutionnaire. Et puis, on va dire que l'Atari 2600, avec son succès colossal aux États-Unis, fait des envieux. Et notamment Maniavox, qui avait lancé donc, la première console de jeu familiale du monde, l'Odyssée en 72, va singer, va copier, cloner, entre guillemets, l'Atari 2600, et va sortir donc une console qui est sortie aux États-Unis, qui s'appelle l'Odyssée 2, vous voyez l'originalité. Et Philips, donc la firme européenne, hollandaise, va copier le brevet, ou en tout cas va copier, enfin sous-brevet, pardon, de l'Odyssée 2, va sortir la première console de jeu, on va dire, européenne, la Videopac. Et donc la Videopac elle est intéressante, parce que notamment, vous voyez ici, elle a un clavier. Et là, vous dites, mais c'est une console de jeu, mais qui a un clavier. C'est bizarre. Avant même de nos jours, c'était difficile d'avoir un clavier. Alors pourquoi? Juste pour l'anecdote, aux États-Unis, et vous savez qu'il y a différents États, et chacun des États a des lois qui peuvent être différentes des autres. Et devant le succès colossal des jeux vidéo, notamment de l'Atari 2600 et de la micro-informatique avec l'Apple II, comme vous pouvez voir, eh bien certains États avaient émis une taxe supplémentaire qui faisait que toute console de jeu qui allait être vendue dans cet État-là allait devoir payer une taxe supplémentaire dans cet État. Alors les constructeurs sont très ingénieux, se sont dit, ok, moi je vais faire une console de jeu qui va être en fait un ordinateur parce que je vais lui mettre un clavier. Et là, j'étais, excusez-moi, bien baisé la tête. Donc la Videopac, l'Odyssée 2, c'est une console de jeu équipée d'un clavier qui donc va éviter la taxe informatique de certains des États américains. Et c'est pour ça qu'on va la retrouver en France avec ce fameux clavier qui va être intéressant en soi, puisque quelque part c'est la première console qui va nous permettre de faire quelque chose qui est devenu assez commun de nos jours, mais qui à l'époque était complètement révolutionnaire. C'est qu'avec ce clavier, je vais pouvoir taper mon nom lorsque je vais faire un restaurant. Et ça, c'était nouveau. Alors pour l'anecdote également, elle va être vendue avec une cartouche, la cartouche 9, en mémoire, qui va permettre de programmer également du vidéo en basique, mais c'était tellement sommaire que ça ne servait à rien du tout. C'était juste une anecdote pour permettre encore une fois de vendre la console. Donc voici quelques jeux sur la Videopac, vite fait. Notamment ce jeu duel qui est très drôle, donc je ne sais pas s'il y a des Videopac qui tournent ici à la Savoir Retro Games, et ça c'est un jeu qu'on met souvent chez nous en expo parce qu'il est extrêmement fun. Alors il est très simple, hein. Il y a un terrain, il y a des cow-boys, on peut à peu près les reconnaître parce qu'il y a un chapeau, et le but c'est simplement de se tirer dessus pour marquer des points. Et ce qui est très très drôle, c'est que vous voyez les trucs qui sont ici, alors ce ne sont pas des champignons, je suis vraiment navré, ce sont des arbres. Alors il y a des arbres bleus, rouges, c'est comme ça, bon, on faisait ce qu'on pouvait. Et si on attend un peu, en fait, la balle rebondit comme un flipper sur les arbres. Et du coup, ça devient complètement taré, ça devient vraiment un jeu très drôle. Et donc sur l'espoir, on sort beaucoup parce qu'on a même des jeunes habitués à la PS3, etc., qui, lorsqu'ils découvrent Duel sur Videopac de 80, eh bien ils scotchent sur ce jeu tellement c'est drôle. Il reste pendant des heures et des heures à jouer, se tire dessus. C'est vraiment un succès colossal. Et puis Pluton et Vorace, alors là je vais faire un mini quiz, vous allez voir, c'est un clone de... Bravo, Pac-Man. Donc également, il ne fallait pas trop se foutre de la gueule du monde, c'est un clone de Pac-Man, tout le monde le voit, mais il ne s'appelle pas Pac-Man, donc on ne paie pas la licence, on ne paie pas le brevet, il s'appelle Pluton et Vorace, mais bon, il ne faut pas plaisanter, quoi, personne n'est dupe. Donc voilà en tout cas le Pac-Man-like de la Videopac qui est assez réussi, somme toute, assez intéressant. Et puis 79, on va faire une petite aparté brièvement parce que tout le monde connaît la Game Boy, mais la première console de jeu portable à cartouche interchangeable, c'est en 79, la NB Microvision. Alors la Microvision, elle coûte 2500 francs, 80, enfin 79, 80 en France, c'est extrêmement cher.
C'est vraiment la console portable pour l'élite, pour ceux qui peuvent se la payer. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici la façade bleue, la puissance 4. En fait, la cartouche de jeu, c'est toute la façade. Lorsque vous changez la cartouche, vous changez la façade, et du coup, on peut changer les contrôles. Donc, il y avait un écran LCD, c'était les écrans, la technologie LCD vient juste d'apparaître un an plus tard, hein, c'était extrêmement révolutionnaire. Et vous avez la définition 16 pixels par 16. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que c'est, 16 pixels par 16. C'est trop, me dit Crénal, c'est trop, c'est la HD de l'époque. 16 pixels par 16, mais c'est rien. Votre montre, n'importe quoi actuellement sur LCD a une définition, mais largement supérieure. C'est rien du tout. Et ce qui est rigolo, amusant, c'est que, comme elle était extrêmement sommaire et finalement extrêmement à l'avance, elle consommait une pile de 9 volts, vous savez, les piles carrées, ça s'achète quasiment plus, en seulement 30 minutes d'autonomie. 30 minutes, et donc du coup, là, sur la façade, juste pour l'anecdote également, ils avaient prévu un logement supplémentaire pour placer une deuxième pile, comme ça vous aviez 1 heure d'autonomie. Trop bien. Donc, bon, évidemment, il n'y a pas de sortie vidéo, il n'y a rien du tout, donc on n'a pas fait de vidéo. Et j'ai la publicité d'époque, très drôle. Un jeu électronique à cassette interchangeable. 15 minutes par exemple. Un jeu de réflexe, de plus en plus rapide, de plus en plus passionnant. Et quand vous voulez changer de jeu, changez de cassette. Énorme. Ouais, Microvision. 8 jeux électroniques dans le coup de la main. La pub vraiment très drôle de l'époque. Et donc elle est restée assez confidentielle cette console de jeu, puisque, je vous l'ai dit, elle était vraiment très chère. Et puis on fait une aparté également sur 1980 sur Pac-Man, donc je vous ai tout à l'heure décrit les qualités. Voici la borne d'arcade originale du jeu lorsqu'il est sorti au Japon. Une capture d'écran de la borne en fonctionnement, mais bon, tout le monde connaît Pac-Man. Et donc rappelez-vous ce que je vous ai expliqué sur premier jeu vidéo avec une intelligence artificielle, les premières mascottes des jeux vidéo avant Mario, avant Sonic, c'est donc Pac-Man. Et puis l'ANB Vectrex, alors en 82, donc le jeu vidéo continue d'exploser, on a vu déjà pas mal de consoles de jeux, pas mal d'ordinateurs, beaucoup de jeux vidéo. Tous les 6 mois, mais le chiffre d'affaires des jeux vidéo est multiplié quasiment par 2, c'est un succès considérable. Personne n'a jamais vu ça avant, un succès commercial aussi rapide. Et donc, toujours les ingénieurs au sein de différentes firmes continuent d'inventer, d'imaginer de nouveaux dispositifs de jeux vidéo pour se permettre ici, par exemple, de s'affranchir de la télévision familiale. Alors pourquoi? Parce que depuis 1958, le projet de Roald Dahl, c'était de rendre la télévision interactive, et donc d'où la naissance de la console de jeux vidéo familiale. Mais malgré tout, lorsque vous avez certainement vécu l'aventure, c'est que à l'époque, surtout dans les années 80, la télévision, surtout couleur, était encore très rare dans les foyers français. Il était absolument hors des questions d'avoir 2 télévisions. Ça, c'était un luxe considérable. Donc, dans les foyers français, il y avait une télévision et peut-être des fois couleur. Voilà. Donc, il y avait une seule télévision. Donc, vous imaginez le topo, c'est très simple. Vous aviez votre NES, n'importe quoi, votre Atari 2600. Vous voulez jouer, vous branchez la console, vous commencez à jouer, puis votre père arrive en disant, bon, tu débranches ta mère, excuse-moi, mais je dois regarder mon match de foot. Et hop, c'est terminé, vous avez tout perdu, vous étiez au premier boss de Megaman et vous devez tout arrêter, c'est un scandale. C'est affreux. Alors NB réfléchit à ça, se dit, bon, ok, on a un problème. On va réfléchir, on va faire en sorte que les joueurs de jeux vidéo puissent être autonomes et acheter une console de jeu dans laquelle l'écran est intégré. Mais malgré tout, en 80, donc c'est le projet de la Vectrex, un écran couleur cathodique comme il y a dans les télévisions coûte extrêmement cher. Donc il était hors de question de mettre au monde une console que personne finalement allait pouvoir s'acheter. Alors la Vectrex voit le jour en 82, elle est effectivement, comme on le voit ici, équipée d'un écran intégré, mais malgré tout il n'a rien à voir avec une télévision, il est surtout pas couleur, et il est surtout incapable d'afficher une image comme une télévision classique pour une console de jeu classique. Et donc il va être uniquement capable de dessiner des points et des traits lumineux. Et ce qui est intéressant, on va passer sur une vidéo filmée de la Vectrex, parce que vous l'avez compris, elle n'a pas de sortie vidéo puisqu'elle ne se branche pas sur la télévision, c'est que avec cette technologie dite vectorielle, eh bien la Vectrex va être un ovni vidéoludique conséquent. Elle va avoir des jeux vidéo qui ne ressemblent à rien de ce qu'on connaît dans l'histoire du jeu vidéo. Et vous voyez ici le décor de Starhawk, qui est donc totalement issu de l'univers de Star Wars, parce que c'est quoi qui se défile entre guillemets en 3D devant nos yeux? C'est l'étoile noire de Star Wars. En 3D, c'était impossible
à reproduire sur une console ordinateur de l'époque. Les dispositifs techniques étaient trop simples pour pouvoir faire de la 3D. On faisait un peu de 3D isométrique, et ça se limitait à ça. Là, pour la première fois de l'histoire des jeux vidéo, on a du vectoriel, on a finalement l'ancêtre de la 3 dimensions qu'on va voir arriver, se démocratiser avec la Sony PlayStation ou la Sega Saturn. Vous imaginez, on est en 82, c'est extrêmement révolutionnaire. Et surtout, je vais marquer ici, c'est une console de jeu qui va être capable de parler. Elle est capable de synthèse vocale. Lorsque vous jouez à Skype, vous avez des jeux vidéo qui peuvent parler. Elle est équipée d'un stylet optique qui permet de dessiner sur l'écran. C'est n'importe quoi, c'est extrêmement révolutionnaire. Et surtout, on parle beaucoup de 3D de nos jours. Regardez, je vais le noter ici, elle va être nantie de lunettes 3D, avec un effet de rotoscopique, avec des disques qui tournent un peu comme la technologie de certains écrans, enfin de certains projecteurs de maintenant. Et bien, grâce à ce casque 3D, on va pouvoir jouer pour la première fois de l'histoire du jeu vidéo grand public à des jeux vidéo en 3D, en plus en couleur, puisque les disques sont colorés sur la Vectrex. C'est extrêmement révolutionnaire. C'est une console de jeu unique dans l'histoire du jeu vidéo qui ne va jamais retrouver finalement sa pareille. Et donc c'est un objet pour les collectionneurs absolument incroyable et absolument.